Super. Bah, écoutez, en tout cas, merci d'avoir pu nous rejoindre. Donc, on a Frédéric Alloy qui est chef de la mission mutation économique et préservation de l'emploi, c'est ça, à la Directe Occitanie? Oui. On a Kamila Moulkout qui est avocate en droit social et Valérie Rouleau qui est responsable social pour le Syntec numérique. Donc, ce sont nos trois invités d'aujourd'hui. On va parler activité partielle, rentrer un peu plus dans le détail. Donc, hier, on avait déjà un café sur des sujets autour du social. Donc, on a un peu évoqué l'activité partielle, mais pas en détail. Donc là, l'idée, c'était qu'avec Frédéric, on puisse aborder toutes les ordonnances qui sont sorties la semaine dernière, les nouveautés, etc., que vous puissiez poser vos questions, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident, que la filière numérique n'est pas forcément bien comprise du point de vue de l'activité partielle. Donc l'idée, c'était de voir aussi, vous, Frédéric, comment, côté de la directe, l'activité partielle peut s'appliquer à la filière numérique. Qu'est-ce que ces ordonnances ont débloqué, entre guillemets? Et puis ensuite, avec Kamla et Valérie, on pourra voir concrètement pour les entreprises comment ça se passe, quelles sont aussi les spécificités que la Convention Syntec, entre guillemets, impose. Et puis, voilà, partager aussi les expériences, poser vos questions. Est-ce que le programme vous convient? Parfait. Oui. Allez, on y va. Donc, Frédéric, on peut peut-être commencer par peut-être un petit peu de cadrage sur les évolutions des ordonnances. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui. Si vous voulez, oui. Donc, les ordonnances sont sorties. Il nous manque un décret, en fait, un décret simple qui doit sortir certainement dans la semaine sur les modalités de calcul. Mais voilà, il nous manque ça. Sinon, l'ordonnance, qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a le décret et l'ordonnance. Je vais faire les deux. Les évolutions par rapport à l'ancien système, c'est la prise en charge déjà, qui est importante. Donc, si on reste bien sur le versement d'une allocation de 70% du brut aux salariés, donc qui revient à 84% du net, avec un minimum de 8,04 € qui correspond à l'horaire au SMIC, pardon. Ce qui change à partir de cette ordonnance, c'est que l'État va rembourser 100% de l'allocation qui est versée aux salariés, avec ce plancher de 8,04 et un plafond qui correspond à 4,5 le SMIC. Donc jusqu'à 4,5 le SMIC, l'État va rembourser aux entreprises la totalité de l'allocation qui est versée aux salariés, dans la limite évidemment des 70%. C'est-à-dire que si l'entreprise décide d'aller au-delà, de maintenir le salaire par exemple, les 30% qu'elle aura versé en plus du légal reste à la charge de l'entreprise. Donc ça, c'est le point, j'ai envie de dire, le plus important, puisque l'objectif, c'était bien qu'il y ait un reste à charge zéro pour l'entreprise qui connaît déjà des difficultés et ainsi éviter des licenciements lorsque c'est possible. La deuxième chose, c'est que l'ordonnance a ouvert aux salariés en forfait jour ou heure la possibilité de bénéficier de l'activité partielle dès lors qu'il y a une réduction d'horaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ces salariés-là n'avaient droit à l'activité partielle que s'il y avait fermeture totale ou partielle de l'entreprise. Là, ils pourront en bénéficier pour une réduction d'horaire également. Et elle ouvre aussi l'activité partielle au VRP, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Après, bon, il y a les saisonniers, mais c'est à la marge, tous les CDD qui pourront bénéficier aussi de l'activité partielle pour la durée de leur contrat, s'ils sont déjà en entreprise. Bon, en plus, il y a les employés de maison, mais là, je vais laisser de côté. Je pense que c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on attend le décret simple qui doit paraître cette semaine sur les modalités de calcul, parce que pour les VRP, pour les forfaits jours ou heures, il y a on prend en compte des compensations d'heures, et c'est des calculs qui, a priori, sont assez complexes, et donc il y a le décret qui va arriver cette semaine, et qui va nous permettre d'avoir les modalités de calcul de cette allocation de 70%. Autre nouveauté, c'est la validation tacite au bout de 48 heures. C'est-à-dire que dès que la demande d'activité partielle est déposée donc sur l'extranet de l'ASP, au bout de 48 heures, si elle n'a pas été invalidée par la directe,
elle est tacitement validée. Donc l'employeur va recevoir automatiquement une décision de validation. Alors, il faut faire très attention quand même parce que ça, c'est pour débloquer en fait le nombre énorme, vous en doutez, de demandes d'activité partielle que nous avons. C'est pour débloquer en fait l'extranet et les décisions. Mais il est bien évident que entre cette décision tacite et le moment où l'employeur, donc à la fin du mois ou au début du mois d'après, va déposer sa demande d'indemnisation, donc de remboursement auprès de l'État, on nous demande de faire des contrôles quand même. Donc si l'entreprise n'y a pas droit ou fait une fausse déclaration ou des sujets comme ça, l'UD aura la possibilité de revenir sur sa décision. De même que sur les demandes d'indemnisation, donc de remboursement auprès de l'État, une fois que le salaire a été payé et que vous demandez le remboursement de la part de l'État, on aura la possibilité après de faire des contrôles pour voir s'il y a des fraudes, par exemple, parce que vous imaginez bien qu'il y a des entreprises qui demandent l'activité partielle alors même qu'elles n'y ont pas accès. Voilà. Ça, c'est les principales évolutions, j'ai envie de dire, sur l'activité partielle, quoi. Je ne sais pas si à ce niveau-là, il y a des questions. Qu'est-ce que serait une entreprise qui n'a pas le droit à l'activité partielle? Alors, on a ouvert assez largement, vous vous doutez bien, l'objectif. Il y a deux objectifs. Le premier, c'est de protéger les salariés et les entreprises, éviter les défaillances. Et de l'autre côté, c'est que l'économie ne s'arrête pas, que par conséquent, les entreprises qui ont la possibilité de poursuivre l'activité en mettant en place, évidemment, toutes les mesures sanitaires, les mesures barrières, etc., que ces activités-là puissent continuer. Donc, sur le site du ministère du Travail, vous avez ce qu'on appelle l'arbre de décision, c'est-à-dire dans tous les cas, c'est-à-dire l'entreprise, si elle est concernée par l'arrêté de fermeture, obligatoirement, elle a droit à l'activité partielle. Si elle n'est pas concernée, soit elle a une baisse d'activité, parce qu'elle a perdu des clients, parce qu'elle n'a pas la possibilité c'est pas, une entreprise peut perdre des marchés ou des clients ou quoi que ce soit. Donc, c'est le cas général, j'ai envie de dire, l'activité partielle, donc elle y aura droit. Si elle n'a pas cette baisse d'activité et qu'elle a la possibilité de mettre en place les gestes barrières, elle n'a pas droit à l'activité partielle. Elle doit poursuivre son activité. Donc voilà, même sur le site du ministère, vous avez ce petit tableau, ce schéma qui est assez simple et qui permet de voir si l'entreprise elle peut en bénéficier ou pas. Si elle ne rentre pas dans l'arrêté de fermeture, en plus, sur l'extranet, il va falloir un peu justifier. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement cocher coronavirus, c'est justifier en 2-3 mots baisse d'activité, perte de clients, mes commerciaux ne peuvent plus aller chez les clients, donc ils ne peuvent plus travailler, des choses comme ça. Voilà. Okay. Alors, je sais qu'il y a eu quelques blocages au niveau de l'extranet, je préfère le dire, et comme ça on vide le sujet. Vous imaginez qu'en une semaine, 10 jours, là, on a eu des centaines de milliers de demandes d'ouverture de compte de la part d'entreprises. Et donc, il y a quelques blocages sur l'extranet, c'est assez long d'avoir, quand vous créez votre compte, d'avoir vos identifiants, vos codes. En principe, cette nuit, ça a dû être débloqué. Et à partir d'aujourd'hui ou de demain, là encore, c'est un système automatisé qui va générer automatiquement les codes et les identifiants lorsque l'entreprise va créer son compte sur l'extranet activité partielle. Voilà, il peut y avoir encore quelques bugs, mais il faut contacter l'ASP, envoyer un mail avec le nom d'entreprise et le SIRET pour qu'ils fassent des recherches et voir ce qui bloque. Mais en principe, voilà, cette nuit, ça a dû débloquer les choses, puisque depuis une semaine, la machine tourne la nuit, là où il y a le moins de connexion pour pouvoir un peu régulariser toutes les situations. Est-ce que vous nous recommandez, je ne sais pas, de centraliser des preuves de la réduction d'activité, peut-être des mails de clients qui disent qu'ils arrêtent ou qu'ils annulent des commandes? Qu'est-ce que vous recommandez comme justification? Ce sera n'importe quel justificatif. Il n'y a pas d'éléments
particulier que l'on va demander. C'est dans un premier temps, ça va être sur l'honneur, quoi. Vous allez déclarer il n'y a pas de pièce jointe dans l'extranet. D'accord. Et si on vous les demande, oui, effectivement, si vous avez des mails de clients ou quoi que ce soit, que vous avez forcément, de toute façon, un client, il n'arrête pas sa relation contractuelle comme ça. Donc voilà, ce sera à l'appui. Bon, après, voilà, ce sera à la marge, tout ça, hein. Vas-y. Non. J'avais une question sur l'application. L'application, on est des petites entreprises en général, là, dans le numérique, on en a beaucoup en tout cas. Est-ce que, et on entend, enfin moi j'ai lu ici ou là qu'il fallait raisonner par service, etc., ce qui semble très, très adapté à des grandes entreprises. Et est-ce qu'on peut avoir effectivement des entreprises, dans nos entreprises, un taux d'activité qui soit un peu uniforme, parce que quand on est dans nos activités, on a souvent besoin, évidemment, des gens qui font le support, mais les commerciaux sont là parce que c'est vachement dur et donc il faut quand même qu'ils travaillent encore un peu. Et on a aussi besoin des gens qui font le produit parce que c'est eux qui vont corriger vraiment les choses les plus difficiles. Donc, est-ce qu'on peut avoir un taux d'activité homogène pour l'entreprise ou est-ce que c'est rédhibitoire? Homogène, c'est-à-dire pour tous les mêmes salariés, vous voulez mettre Oui, c'est ça, ouais. le même nombre d'heures? Mais ouais. Là-dessus, nous, c'est vous qui les choisissez, c'est vous qui connaissez l'organisation de votre entreprise. Donc, nous, ce que nous, on va regarder surtout, c'est que suivant, il y a des entreprises, des secteurs d'activité où le télétravail est possible lorsque c'est beaucoup de cadres. Donc, on va regarder pourquoi l'entreprise n'a pas mis ses cadres, par exemple, au télétravail. Il peut y avoir des explications, je ne dis pas que c'est rédhibitoire, mais il peut y avoir des explications. Donc ça, on va regarder ce genre de choses pour voir si l'entreprise, effectivement, avait d'autres moyens de poursuivre son activité, par le télétravail notamment, plutôt que d'arrêter. À part ça, c'est vous qui décidez. C'est-à-dire que, effectivement, je dis n'importe quoi, hein, si vous dites les commerciaux, j'ai plus de boulot pour eux, donc je les mets eux à 100% ou à 90% de leur temps en activité partielle, mais la secrétaire de direction, eh bien, elle est là et je la mets qu'à 50%. C'est vous qui décidez. De toute façon, nous, ce que l'on autorise, c'est un nombre de salariés et un nombre global d'heures. Et tous les mois, c'est lorsque vous allez faire votre déclaration, votre demande d'indemnisation, votre demande de remboursement auprès de l'État, il y a un tableau salarié par salarié où vous mettez le nombre d'heures réellement chômées, qui peut être différent d'un salarié à l'autre, évidemment, suivant le poste qu'il occupe. Et ce qui veut dire aussi dans votre réponse que des salariés qui sont en forfait jour, on doit obligatoirement revenir à des notions d'heures. Oui. D'accord. Et c'est ce calcul qui nous manque pour le moment, c'est ça, hein, c'est ce que vous étiez tout à l'heure. Et voilà, ce calcul, on l'aura, je pense qu'on l'aura rapidement, puisque là, on est quand même 31, donc il va falloir qu'on l'ait rapidement. Peut-être que Kamla peut nous faire un retour d'expérience si tu as accompagné des clients ou... Oui, alors merci effectivement sur la présentation qui vient d'être faite. Voilà, bon, c'est bien d'avoir le regard de la part de l'administration. Nous, pour les clients que nous accompagnons, qui ont déjà fait ou qui sont en train de faire des demandes d'activité partielle, c'est vrai que l'un des points qui est effectivement essentiel, c'est de justifier, alors en quelques mots, de manière synthétique, mais les raisons qui vous conduisent à constater une baisse d'activité ou des difficultés d'approvisionnement dans votre secteur, ou éventuellement, ce qui arrive aussi, si vous n'avez pas la possibilité de mettre en place du télétravail, alors après, il faudra voir dans vos secteurs d'activité, peut-être que le télétravail est quand même possible, mais dans certains secteurs, il arrive qu'on ne puisse pas avoir recours au télétravail et en pratique, ne pas mettre en place dans l'entreprise les mesures barrières, ne pas pouvoir les faire respecter, ce qui conduit finalement à solliciter à un moment donné le recours à l'activité partielle. Donc effectivement, l'un des premiers points, c'est de pouvoir motiver
avec des éléments quand même circonstanciés, quitte à pas joindre dans un premier temps effectivement toutes les pièces, mais les avoir pour expliquer pourquoi vous sollicitez cette demande d'activité partielle. Sur les salariés en forfait jour, jusqu'à maintenant, effectivement, ce n'était qu'en cas de fermeture totale de l'entreprise que ces derniers étaient concernés. Là, on a une ouverture puisque même en cas de baisse d'activité, désormais, ils vont également être concernés. Il va y avoir effectivement des modalités de calcul. La manière dont c'était calculé jusqu'à maintenant pour les salariés quand il y avait une fermeture d'entreprise, c'est que c'était dans la limite de toute façon de la durée légale du travail, donc 151h67, qui revenait pour un salarié en forfait jour, pour une journée de travail, d'être valorisé à 7 heures, ou une demi-journée à 3,5 heures pour les demi-journées de travail en fonction du nombre de jours de fermeture. Donc, le décret, effectivement, dont vous avez parlé, viendra éventuellement nous repréciser des choses, mais c'était ce qui était appliqué jusqu'alors pour la fermeture. Moi, j'aurais peut-être une petite remarque à faire concernant effectivement les spécificités de notre secteur d'activité. C'est que effectivement, on est un secteur en ce moment qui permettent à beaucoup d'entreprises de maintenir leurs conditions de maintenance de leur système numérique, que ce soit leur réseau, leur cyber, leur site d'infra et leurs applications. Mais nous, on se heurte un petit peu à une idée reçue de la part de beaucoup d'interlocuteurs, c'est que parce que nous sommes dans une activité numérique, toutes nos activités peuvent se faire dans le cadre du télétravail. Alors, il est certain qu'une partie de nos activités peut se faire dans ce cadre-là, mais, et c'est là qu'il y a un gros travail d'explication à faire pour les gens qui ne connaissent pas très bien notre secteur, tout ne peut pas se faire en télétravail. Il faut savoir que nous, une grande partie de notre activité se passe chez le client, qu'il y a encore beaucoup de clients qui ne sont pas adaptés à la mise en œuvre du télétravail, et donc il y en a aussi beaucoup qui, pour des raisons de sécurité, ne veulent pas que nous puissions travailler dans le cadre du télétravail. Et donc, ça amène beaucoup de nos entreprises à avoir des marchés ou des projets qui sont suspendus, voire résiliés. Et ça, c'est quelque chose pour lequel j'attire l'attention, c'est que numérique ne veut pas forcément dire télétravail possible. Oui, non, mais ça, il n'y aura pas de problème. Dans la mesure où vous pouvez motiver sur ce type de motivation-là sera tout à fait entendable. D'accord. Je vous remercie parce que c'était une crainte qui était remontée d'un certain nombre de nos entreprises en se disant véritablement on a une problématique client et j'espère que ce sera entendu en fait. Oui, dans la mesure où ça vient des clients, de toute façon, donc là. Pour Frédéric, je ne sais pas si vous aviez compris qui parle, c'est Valérie Rouleau du Syntec Numérique. D'accord. C'est vrai que pour revenir à l'arbre de décision dont vous parlez, je n'ai pas vu s'il y avait une nouvelle version, mais la version qui a existé ces 2 dernières semaines, elle commençait par « est-ce que vous pouvez télétravailler ?» Donc, alors, à cette question, les entreprises du numérique ont toujours envie de dire « bah oui, bien sûr, techniquement, je peux télétravailler ». Ce que vous avez l'air de dire aujourd'hui, très clairement, c'est que les raisons économiques qui font qu'on va ne plus pouvoir travailler, c'est-à-dire ne plus avoir des clients, avoir des commandes qui sont annulées, etc., sont bien des raisons qui amènent à l'activité partielle. Donc, dans votre arbre de décision, encore une fois, j'ai pas vu s'il y a une dernière version, mais il y avait un premier rendez-vous, c'était est-ce qu'on peut télétravailler. Donc, c'est vrai que depuis 2 semaines, les entreprises du numérique sont dans le flou sur cette interprétation sur je peux télétravailler, mais est-ce que pour autant j'ai droit à l'activité partielle. Donc, votre réponse a l'air d'être assez claire, qui est que oui, des raisons économiques peuvent nous pousser aujourd'hui à demander l'activité partielle, puisque nous avons, comme toutes les entreprises, des défauts de commandes, des défauts de clients, des commandes passées annulées, etc. D'un point de vue pratique, nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est vraiment effectivement cette explication de la motivation, expliquer même en quelques lignes ce que vous faites et comment vous êtes organisé. Et plus vous serez, entre guillemets, précis là-dessus, et après les répercussions que ça a sur votre activité, plus effectivement, je pense que l'administration prendra en compte cet élément, comme vient d'ailleurs de nous le confirmer la personne de la directe, sur les répercussions que le coronavirus
a sur votre niveau d'activité, ce qui vous conduit à formuler cette demande. C'est un vrai point. Et donc, il ne faut pas hésiter dans l'espace dédié. Alors, je crois que c'est limité. Alors, je crois à 2000 caractères, donc c'est pas non plus... Oui. On peut pas non plus écrire un roman, c'est évident, mais la présentation en quelques lignes, mais de manière succincte de votre organisation peut être la clé qui vous permettra aussi d'accéder à une autorisation d'activité partielle. Frédéric, hier, on a eu des questions sur l'articulation entre activité partielle et arrêt pour garde d'enfants. Je voulais savoir si c'était quelque chose qui était faisable, selon les cas, hein, bien entendu. Est-ce que vous avez des éléments de contexte à apporter à ça, à cette question? Les personnes en garde d'enfants ne sont pas d'activité partielle. Dans l'entreprise, vous pouvez avoir plusieurs situations, des personnes malades, des personnes en garde d'enfants, des personnes en activité partielle. Ça, c'est au cas par cas, suivant les salariés. Par contre, si la garde d'enfants prend fin, et je sais qu'Amélie pousse, j'ai cru comprendre, les entreprises à mettre leurs salariés en activité partielle plutôt que de renouveler les gardes d'enfants. Si le salarié revient, enfin, s'il n'y a plus de garde d'enfants, le salarié peut être mis en activité partielle comme les autres salariés. Là encore, comme il y a des discours de la part de la Sécu là-dessus. Il y a des GFP qui est en train de travailler avec la Sécu, va nous envoyer une fiche, pareil, pour clarifier ces situations-là. Mais la personne en garde d'enfants n'est pas en activité partielle, et dès lors qu'elle revient dans l'entreprise, si l'entreprise est en activité partielle, elle bénéficie de l'activité partielle. J'ai une petite question un peu dans le même ordre sur le fait de maintenir un salarié en activité partielle et de lui proposer des formations. Ça fonctionne comment dans les déclarations? Alors, la nouveauté par rapport à l'ancienne crise où on avait mis ça, aujourd'hui, et là encore, le décret va venir préciser ça, on va pouvoir cumuler formation et activité partielle, c'est-à-dire que l'État va financer les heures de formation, alors à concurrence d'un plafond, évidemment, qui est à définir et qu'on attend, et la rémunération sera prise sur l'activité partielle. C'est-à-dire que le salarié sera en formation, mais il sera aussi déclaré en activité partielle de manière à pouvoir bénéficier de l'allocation d'activité partielle. Donc on va pouvoir cumuler les deux dispositifs. Cumuler, ça veut dire que l'entreprise va bénéficier à la fois de la prise en charge des coûts pédagogiques et de la rémunération à travers l'activité partielle. D'accord. Et est-ce par que dans le contre, cas d'une formation, à 84% du net et pas à 100%? Ah oui, par contre, le salarié, oui, vous avez raison de préciser, le salarié ne touchera pas 100% comme c'était le cas avant, mais 70% du brut, quoi. Dans nos activités, on a, si vous voulez, des ressources critiques. Est-ce qu'il est possible de marier, si je puis dire, activité partielle et un niveau d'astreinte, c'est-à-dire de dire si on a un cas particulier qui sort dans la semaine, qu'une personne particulière qui est censée être, je dirais, en chômage partiel puisse être appelée ponctuellement. Est-ce que ça marche? Oui, bien sûr. Oui. Vous pouvez, puisque de toute façon, ces heures chômées seront déclarées le mois d'après. Donc, vous allez mettre le réel. Si vous comptiez le mettre, voilà. D'accord. Oui, ça c'est intéressant. Déclare à la fin, Jacques. Ouais. Ouais, non, mais d'accord. La réalité de ton chômage technique. D'accord. Je n'ai jamais pratiqué, donc je demande. Ce qui veut dire qu'il faut avoir des documents précis d'échange avec les salariés qui notent, notamment ceux qui sont en télétravail partiellement, en chômage partiel. Il faut vraiment qu'il y ait un système précis de décompte d'heures passées au travail et en chômage. Oui. J'avais une question, moi, par rapport à cette fameuse ordonnance du 26 mars. J'ai entendu que toutes les entreprises qui avaient fait leur demande avant le 26 mars ne bénéficieraient pas des nouveaux dispositifs, c'est-à-dire prise en charge de l'État de 100% des rémunérations. Non. Ça s'applique aux heures chômées à partir du 1er mars. Quelle que soit la date de la demande. Oui, parce que les entreprises ont 30 jours
pour déposer leur demande. C'est-à-dire que si vous avez mis vos salariés en activité partielle au 1er mars, vous avez jusqu'au 30 mars, vous aviez, pour faire votre déclaration. C'est-à-dire que le système, à partir d'aujourd'hui, le système de l'ASP va être paramétré pour rembourser sur le nouveau dispositif. Donc toutes les heures avant le 1er mars seront prises sur l'ancien dispositif. Et à partir du 1er mars, dès lors que c'est coché coronavirus, il aura cette prise en charge. Est-ce que Valérie Rouleau, à nouveau, j'aurais besoin d'une petite précision sur cette date d'application, puisqu'en fait, effectivement, nous, dans notre secteur d'activité, on a beaucoup de cadres dont un certain nombre sont au forfait annuel en jours. Or, l'ordonnance, en fait, ne leur est applicable que depuis le 26 mars. Donc, nous avions une lecture qui était de dire, pour les demandes qui sont faites au 26 mars, avec rétroactivité au 1er mars, ça marche. Et donc, les demandes qui comporteraient des cadres au forfait jour qui s'accompagneraient uniquement d'une réduction, ça va. Mais si, par exemple, j'ai fait une demande le 10 mars pour un cadre au forfait jour qui n'est pas concerné par une réduction, enfin, qui est concerné uniquement par une réduction de durée du travail et non pas par une fermeture, est-ce que ma demande du 10 mars est éligible au nouveau dispositif? Je ne sais pas si je suis très claire. Oui, c'est applicable pour les Parce que moi, j'avais cru comprendre que pour la demande, c'était à partir du 26 mars, avec rétroactivité au 1er mars, certes, mais comme par exemple le dispositif qui concerne les forfaits annuels en jours, l'ordonnance a été publiée et connue. Donc, pour vous, à partir du moment où ça peut être rétroactif au 1er mars, même une demande qui a été faite avant le 26 mars et qui compterait des forfaits jours, pourrait concerner des forfaits jours qui ne sont pas impactés par une fermeture totale de l'entreprise. Oui, parce que c'est rétroactif au 1er mars. Il nous reste très peu de temps avec Frédéric. Il y a quelques questions sur le chat. Alors, il y a quelqu'un qui demande comment s'articule le temps partiel et l'activité partielle. Est-ce que quelqu'un à temps partiel peut bénéficier d'une activité partielle? Oui, bien sûr. Oui, c'est pareil. Et ça va se passer comment? Donc, c'est en fait sur les journées où elle aurait dû travailler Voilà, c'est sur ses heures travaillées. Si elle fait 20 heures, elle aura 20 heures d'activité partielle si elle ne travaille plus du tout. D'accord. Une autre question relative au contrat en alternance. Est-ce que les jours d'école sont considérés comme des jours de formation et donc le salarié sort de l'activité partielle pendant les phases de cours, pendant l'école? Si l'organisation de formation peut mettre en place tout système de formation à distance, oui. Nicolas, ça répond à ta question. Moi, j'ai le salaire. Non. Oui, allez-y. En fait, à l'alternance, puisqu'en fait, les alternants, on les paye 35 heures par semaine alors qu'ils ne sont pas 35 heures dans l'entreprise. Donc, pour moi, j'avais compris que l'activité partielle, elle concernait les 35 heures pour lesquelles on le payait, en ce qui me concerne, 48% du SMIC. Donc, moi, j'ai déclaré l'intégralité de ces heures en chômage partiel. Oui, vous déclarez la totalité, puisque de toute façon, qu'ils soient en formation ou pas, l'allocation correspond à ce qu'il touchait avant. C'est ce que j'avais cru comprendre. Lui, il n'est pas au 8,03 €. Hein. Il n'est pas au 8,03 € minimum. Hein, il est au taux horaire qu'il touchait auparavant. Correspond à ce qui répond à la question de Lise également sur la rémunération. Ouais. Fanny, ça répond aussi à ta question, je pense. Oui, du coup, oui. En fait, bonjour, je ne voulais pas que… Ce qu'il ne faut pas, c'est que l'alternant n'ait plus accès à ses cours, ce que m'avait dit son école, en la mettant à 100%. Non, il n'y a pas de lien. Dans le cas de mon apprenti, pas de problème, il apprend toujours ses cours à distance pour sa formation. Bon, d'accord, donc la mise en chômage à 100% ne l'empêche pas de suivre son enseignement à distance. Ouais. Mais normalement, les écoles ont dû faire passer des informations, parce que moi, mon apprenti, il a reçu un document qui justement indiquait à faire passer aux entreprises pour dire que voilà, l'activité partielle était autorisée, et c'était assez bien expliqué. Ben, moi, j'ai eu son responsable et il ne savait pas. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie.
Moi, j'avais une question, Julien Gorgène qui parle là, sur l'indemnisation, la différence entre l'indemnisation légale et l'indemnisation conventionnelle. Je suis tombé sur un article, parce que je découvre des trucs toujours sur la convention Syntec avec laquelle je travaille depuis 20 ans, enfin bon, c'est pas grave. Il semblerait qu'on soit obligé d'indemniser au-delà des 70% du salaire brut. Est-ce que la personne qui est du Syntec pourrait nous éclairer là-dessus? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, dans la branche, nous avons un accord qui a été signé le 16 octobre 2013, qui est toujours d'application, hein, donc qui s'applique dans le cadre de l'activité partielle, puisqu'il a été négocié pour prévoir effectivement un certain nombre de protections du salarié dans ces périodes-là. Et effectivement, son article 3.3 prévoit une indemnisation conventionnelle complémentaire qui vient s'ajouter à l'indemnisation légale. Et donc, il prévoit en fait un petit tableau qui prévoit un pourcentage de maintien de la rémunération horaire brute qui varie en fonction en fait de l'importance de la rémunération brute du salarié. C'est-à-dire que lorsque le salarié a une rémunération brute qui est inférieure à 2 000 €, eh bien, il doit avoir son salaire maintenu, son salaire horaire, maintenu à hauteur de 95%. En revanche, si sa rémunération brute est comprise entre 2 000 € et le plafond de la sécurité sociale, là, le maintien sera à hauteur de 80% de la rémunération horaire brute. Et si la rémunération du salarié est supérieure au plafond de la sécurité sociale, le maintien assuré par l'employeur est de 75%. Et effectivement, donc ces chiffres-là, enfin ce tableau est toujours applicable à nos entreprises aujourd'hui. Et l'employeur peut choisir de maintenir 100% s'il le décide. Il n'y a pas de contre-indication. L'employeur peut toujours faire mieux que... Puisque de toute façon, comme le disait, excusez-moi, la personne de la Direct, je suis désolée, je n'ai pas retenu votre nom, l'employeur, il va être, entre guillemets, remboursé par l'État à hauteur de 70%. Donc, ce qui dépasse, c'est à la charge de l'employeur. Après, c'est à l'employeur de voir s'il souhaite aider davantage ses salariés ou pas. Puisque c'est vrai que pour certains salariés, ça va quand même se traduire par une diminution de leurs revenus. Et ça se pratique comment, du coup? C'est une prime exceptionnelle, ça se note comment? Alors, sur le bulletin de paye, nous, Kamla Boulkout, donc avocat, ce qu'on préconise, c'est une indemnité complémentaire qu'on ferait apparaître de manière différente sur une ligne distincte de l'indemnité minimale de 70% qui est due en application aujourd'hui des textes et qui pourrait très bien apparaître comme celle-ci, ce qui permettrait de bien identifier le surplus qui a été pris en charge par l'entreprise au-delà du minimum légal ou du minimum conventionnel, par exemple. Bonjour, est-ce que cette indemnité est fiscalisée? Les avis sont très très divergents sur la question. Frédéric, est-ce que vous pouvez répondre? Oui. Moi, ce que j'ai vu, excusez-moi, Valérie Rouleau, mais n'hésitez pas à me couper si vous avez une appréciation différente. Dans les textes que j'ai vus hier, notamment qui sont tombés, c'est qu'il est bien précisé que l'allocation qui est versée, même l'allocation complémentaire, est assujettie à la RDS, à la CSG, pardon, au taux de 6,2. 6,5. CSG et CRDS. Plus 0,5, voilà. Plus 0,5. Et donc, voilà. Et donc, ça veut dire, en filigrane, s'il y a cet assujettissement, c'est que ces allocations ne sont pas assujetties à cotisation sociale. Donc, je ne sais pas si c'est votre question. Oui, tout à fait, merci. Donc ça, c'est quand même un point très important parce qu'effectivement, il y avait un petit doute qui planait, mais là, très clairement, on a une réponse officielle qui est tombée vendredi, en fait. Et ce que j'ai compris, par contre, c'est que c'est assujetti à impôt sur le revenu, bien sûr, ce qui est versé aux salariés. Oui, alors j'ai la même lecture qu'Amla Boulkout, donc avocat, la même effectivement lecture. Alors d'un point de vue des charges sociales, donc effectivement on distingue le régime social du régime fiscal. Régime social, c'est quelles charges on doit payer éventuellement sur cette indemnité complémentaire. Et il ressort effectivement des textes et notamment de l'ordonnance et l'ordonnance du 27 mars 2020 sur l'activité partielle, l'article 11, qui nous explique que cette indemnité complémentaire versée par l'employeur donc ne serait soumise
qu'à la CSG et à la CRDS. Donc CSG au taux de 6,2 et à la CRDS 0,5, ce qui fait un taux de 6,7. Pardon. Et par contre, effectivement, les indemnités d'activité partielle, qu'elles soient dans la limite des 70% ou au-delà, sont bien soumises à impôt sur le revenu. Oui, tout à fait. Merci. Alors, je suis désolé s'il y a d'autres questions parce que je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup Frédéric d'avoir su vous libérer et d'avoir été là. Oui, on avait des questions pour vous, donc c'était très bien. Oui, j'avais une petite dernière question. Allez-y. Les salariés en CDD sont-ils rémunérés de la même façon que les salariés en CDI, pardon? Ou il y a un régime particulier pour ces salariés-là en activité partielle? Oui, moi, non, on leur applique les mêmes choses, hein, les mêmes règles. Ok, merci. Une modalité, oui. Oui. C'est une autre petite question. Oui, c'est pareil. Pour M. Saint-Pétro de la Directe. J'ai fait ma demande d'ouverture de compte du chômage partiel lundi dernier. Et nous sommes donc plus d'une semaine après. Je n'ai toujours pas reçu mes identifiants. C'est normal d'attendre plus d'une semaine. Oui, c'est vu le nombre de demandes, on en était à plus d'une semaine effectivement sur l'envoi des identifiants. Par contre, en principe, je vous dis cette nuit, tout aurait dû être régularisé. Donc, si vous n'avez pas encore vos identifiants ce matin, envoyez-moi un mail avec le nom d'entreprise et le SIRET. Ouais, et moi, j'ai reçu mes identifiants, mais ça ne fonctionne pas et mon compte est bloqué. Du coup, que dois-je faire? Alors là, il faut voir avec l'ASP. Vous avez un numéro avec le numéro vert qui est indiqué? Le numéro vert ne répond pas très bien en ce moment. Vous pouvez nous communiquer votre mail, s'il vous plaît, monsieur? Frédéric.aloy, @direct.gouv.fr. Merci. Alors moi, je peux vous faire un retour par téléphone, ça répond absolument pas. Par contre, sur le site, il y a un formulaire de contact et ça répond très vite. D'accord. Oui, voilà. Merci. Et en fait, si je peux compléter ça, la réception des identifiants et l'activation sont deux choses qui sont séparées. C'est-à-dire que les identifiants sont envoyés, le compte ne marche toujours pas, mais on a les identifiants et ensuite le compte est activé. C'est en 2 temps. Oui. C'est pour ça que vous rencontrez cette situation. Non, mais moi j'ai bien eu le mail d'activation, mais alors là, c'est autre voilà, chose. ouais, j'ai bien eu le mail d'activation, mais donc au bout de 3 tentatives, en fait, le compte se bloque et voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Vous pouvez me redonner votre adresse mail, s'il vous plaît? On le mettra dans le compte rendu. D'accord. Oui, vous l'avez. Ok, écoutez, je vous laisse. Merci beaucoup, merci monsieur Aloy. Merci beaucoup. Très précieux de vous avoir ce matin. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, je crois que pour répondre aux questions, on a Kamla qui est aussi présente. Je pense qu'elle peut prendre la suite des questions. Oui, éventuellement, bien sûr. Et puis Valérie aussi pour les spécificités de la convention Syntec. La plupart d'entre vous relèvent de la convention Syntec. Donc, moi, je reviens sur la convention Syntec, parce qu'on voit circuler que effectivement de payer des gens à 100% est obligatoire quand on est en convention Syntec. Donc c'est pas tout à fait ça. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Ah non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Je vous assure que sur dans les réseaux parallèles, c'est ce qui se dit énormément. D'accord. Écoutez, non, c'est faux. En fait, vous avez encore une fois un accord qui comporte un certain nombre de dispositions. Et là, c'est vraiment les dispositions de l'article 3.3 qui concerne l'indemnisation conventionnelle et qui est très clair là-dessus. Alors maintenant, vous avez des entreprises qui vont au-delà, mais ça n'est pas du tout obligatoire. Amélie, ça serait bien de le récupérer, cet article, dans le compte rendu.
Une question toute bête, mais comment se passent les tickets restaurants dans cette affaire-là? Il n'y en a pas en activité partielle. C'est pas une question bête du tout. On a eu, nous, en termes de retour d'expérience, des clients qui ont effectivement posé la question. Alors, pour les salariés qui sont en situation de télétravail, donc pour les jours qui travaillent, et qui habituellement avaient des tickets restaurants, il faut continuer à leur verser, je vais dire, leur permettre d'avoir des tickets restaurants, continuer à leur attribuer les tickets restaurants. Quand vous êtes par contre en activité partielle, pour les jours où éventuellement, si vous êtes en réduction d'horaire, pour éventuellement les jours où ils travaillent, là il faudrait continuer à les verser. Enfin, à les attribuer. Et alors, pour les jours où là, ils sont en heures ou journées chômées, en raison de l'activité partielle, ça ne rentre pas pour moi dans l'assiette de calcul de la rémunération à maintenir, donc ce ne serait pas à maintenir. Ouais, ce qui n'est pas très facile quand c'est quelques heures par jour, de savoir s'ils comprennent le déjeuner ou pas simple. C'est ça, exactement. Non, mais il y aura effectivement des situations un peu intermédiaires, voir comment l'organisation du travail peut se faire. C'est sûr que s'ils travaillent que quelques heures le matin, mais pas du tout l'après-midi, là, dans ce cas-là, on peut estimer… Il ne faut pas oublier que les tickets resto, c'est censé être versé aux salariés qui n'ont pas la possibilité, en raison de leur horaire de travail, finalement, habituellement, de rentrer déjeuner chez eux ou de prendre un repas de manière différente. Mais si ils travaillent par exemple que le matin, alors ce ne sera peut-être pas possible tout le temps, c'est des journées où là, les tickets restaurants pourraient ne pas être versés. Excusez-moi, je n'ai peut-être pas bien entendu. Vous avez dit au début que pour les gens qui sont en télétravail forcé, on attribuait quand même les tickets resto, c'est ça? Oui. Oui. Ah, je ne savais pas ça. Dès lors que dans l'entreprise, habituellement, vous attribuez des tickets restaurants, le fait que les salariés sont en télétravail, qui est un mode en fait d'organisation du travail, mais ça reste des gens qui sont au travail, les tickets restaurants doivent continuer à être attribués pour ces journées de télétravail. C'est juste un peu dur à distribuer, mais à part ça. Non, mais alors tout à fait. Alors, c'est à la carte. Vous avez raison. Continuer à être attribués, mais alors après, aujourd'hui, Puis les restaurants sont fermés, mais il y a des moyens dématérialisés. Je sais qu'il y a des entreprises qui ont maintenant mis en place des tickets restaurants de manière dématérialisée. Après, c'est évident que pour ceux qui ont encore des tickets restaurants papier, il faudra les adresser par voie postale ou leur transmettre après la période. Voilà. Mais pour préciser ma question, est-ce que ce que vous indiquez, ça s'applique également en temps normal quand un salarié, par exemple, est en télétravail une journée par-ci, par-là, parce que moi, j'avais compris l'inverse. C'est qu'un salarié qui est en télétravail, qui donc est en capacité de manger chez lui, ne bénéficiait pas du ticket resto. C'est ce que notre comptable nous avait dit. Non, pour moi. En fait, les salariés en télétravail doivent continuer à bénéficier des mêmes avantages individuels et collectifs dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été dans l'entreprise. Donc, même quand ils sont en télétravail, hors cette période un peu particulière, ils devraient continuer à recevoir des tickets restaurants. D'accord. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut considérer, concernant donc toujours le ticket restaurant, qu'une personne qui travaille plus de 4 heures par jour, que ce soit en présentiel ou en télétravail, prétend à un titre restaurant, et si c'est inférieur à 4 heures, à ce moment-là, on ne le lui donne pas. Comment on va faire là pour dire qu'il a travaillé de bon? On sait, notre salarié a travaillé 2 heures le lundi, il a travaillé 6 heures le mardi, il a travaillé 4 heures le mercredi, on a un planning. Donc ça, on le sait. Mais à partir de quel moment on lui attribue un ticket restaurant et on ne lui attribue pas? J'allais dire, comment vous procédiez quand éventuellement vous avez… Alors après, ça ne s'est peut-être jamais posé dans l'entreprise, s'il travaillait 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi ou 4 heures le matin. Ça, avant, on ne l'avait pas. Vous n'avez jamais posé la question dans ces sens-là. Mais les critères d'attribution, souvent, sont fixés au moment où on met en place les tickets restaurants. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui travaille
quelques heures le matin et pas du tout l'après-midi, on peut estimer qu'effectivement, il n'y a pas d'attribution du titre restaurant. Si vous avez quelqu'un qui travaille 4 heures le matin mais qui ne travaille pas du tout l'après-midi, on peut estimer que c'est la même chose. J'allais dire, ce n'est pas vraiment un volume d'heures qui va permettre aujourd'hui de bien définir. J'aurais plutôt tendance à dire, si vous avez quelqu'un qui travaille matin quelques heures même et après-midi, là, le ticket restaurant devrait être attribué. Oui, mais ça, nous, on ne le sait pas. Si vous avez quelqu'un qui travaille que le matin ou que l'après-midi, on pourrait estimer que sur ces journées-là, il n'y a pas de titre restaurant à attribuer. Voilà, là, nous, on ne l'a pas. Pardon ? Cette information-là, on ne l'a pas. Si le collaborateur a travaillé 2 heures le matin et 1 heure l'après-midi, on ne l'a pas forcément. On est plus de 100 personnes. On sait que le collaborateur a travaillé 3 heures dans la journée. Excusez-moi. On ne va pas jusqu'à ce détail-là. C'est infaisable. Excusez-moi, je suis Fanny, je suis office manager chez Insitus à Montpellier. Nous, on s'est posé la question et c'est l'expert comptable nous, qui fait la paye et qui nous accompagne sur la partie sociale. Donc, on a beaucoup cherché et on a décidé finalement de ne pas donner de ticket resto à toutes les personnes qui sont en activité partielle. Même s'ils ont travaillé donc 6 heures par jour. En fait, c'était trop compliqué de savoir s'ils avaient fait… En fait, ce qui donne droit à un ticket resto, c'est le fait d'avoir 2 plages horaires de travail entrecoupées, avec une coupure. Oui. Et c'est compliqué à savoir parce que les personnes, déjà, c'est des cadres et les conditions sont dégradées, donc chacun s'organise comme il le souhaite. Donc, on est parti du principe et on l'a annoncé à nos salariés que l'activité partielle, qu'elle soit de 40, 50, 60 ou 100 à 100%, alors les 100%, c'est logique, il n'y avait pas de ticket resto sur cette période-là parce que c'était trop complexe à contrôler, en fait. Oui, enfin, nous, on sait très bien que si quelqu'un a travaillé à 80% tous les jours, on sait très bien qu'il aura travaillé 6 heures par jour. Donc, il y aura eu au moins 2 plages horaires. Il ne va pas travailler de 6 heures à midi. Vous pouvez décider de faire comme ça. Nous, on est parti du principe qu'on n'en donnait pas dans le cadre de l'activité partielle. D'accord. Bon, voilà. Ok. D'accord, merci. De rien. On va revenir sur les sujets d'activité partielle avec une thématique qui a été évoquée un peu, qui est celle des apprentis, qui sont un peu difficiles à manager à distance et l'étendre du coup à ce sujet-là, parce qu'on a parlé d'activité partielle, mais il y a quand même le sujet du management des personnes à distance. Certaines peuvent être dans des situations compliquées et ne pas arriver à travailler finalement, quand bien même elles pourraient le faire. Est-ce que vous avez des retours d'expérience là-dessus? Comment ça peut se gérer? Est-ce que vous considérez que c'est du chômage partiel, de l'activité partielle? Voilà, quelque part, si on est en difficulté avec quelqu'un qui n'arrive pas à télétravailler correctement, comment on peut le gérer? Encore une fois, je pense surtout aux apprentis pour qui c'est quand même assez compliqué, d'une part, de par l'environnement dans lequel ils sont qui est souvent petit, étroit et pas simple à vivre, et d'autre part, sur leur jeunesse, qui fait que parfois, venir dans un bureau, c'est quand même bien pour eux. Donc, juste pour être sûr de bien comprendre votre question, donc vous avez des salariés, alors plutôt des apprentis, qui seraient en situation aujourd'hui de télétravail, mais pour lesquels les modalités d'application du télétravail semblent compliquées parce que ils ont peut-être besoin d'être encadrés ou d'être en permanence en contact avec des tuteurs ou des gens de l'entreprise. Et là, vous voulez savoir comment vous pourriez les gérer, c'est ça, en termes d'activité partielle ou de continuité d'activité? Tout à fait. Aujourd'hui, moi, je fais le constat quand même que les apprentis, d'habitude, ça prend un temps d'encadrement. Là, le temps d'encadrement, il est doublé, voire triplé. Donc, ça devient très compliqué. Ouais. Alors, bon, les salariés qui sont apprentis peuvent bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, du dispositif d'activité partielle. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais encore faut-il, donc je ne sais pas si vous avez fait une demande d'activité partielle pour les autres salariés de l'entreprise, mais il pourrait être englobé, si vous avez fait une demande, dans le cadre de votre activité partielle, si finalement la baisse d'activité a aussi des incidents sur leur horaire habituel de travail. Maintenant, votre question, en fait, c'est plus, si ce n'est pas tout à fait ça, c'est plus de dire comment j'arrive dans cette période un peu particulière en télétravail à continuer à orienter et à avoir du temps pour aiguiller mon apprenti. Là, j'allais dire, il n'y a pas vraiment de règles, sinon, effectivement, le temps que vous pouvez
pouvez lui allouer et voir ce que vous pouvez lui confier. Si ce n'est pas bien possible ou que ça vous nécessite trop de temps, il faudrait plutôt l'englober dans le cadre de l'activité partielle si vous avez fait une demande en ce sens. Et donc, du coup, j'en finirai là. En fait, sur une très petite entreprise, comme Jacques le disait, on est une petite entreprise. Moi, j'ai 4 collaborateurs. Quelque part, c'est 4 cas particuliers. Et effectivement, est-ce que ça paraît pensable d'expliquer que certains vont être à 50%, certains vont être à 100% et certains à 0%, ou quelque part, on sera obligé, ou en tout cas, il est recommandé d'avoir une vision très uniforme du sujet? Aujourd'hui, les entreprises ont quand même, dans l'ensemble, peu de visibilité. C'est vrai qu'on vous dit que l'activité partielle est une mesure qui est collective, donc qui est censée concerner tout un service, toute une unité de travail, un établissement. Donc, dans le cas de toutes petites entreprises comme la vôtre, j'allais dire, quasiment chaque salarié pourrait à lui-même constituer une unité de travail ou un service en fonction des postes. Donc, dans ce cas-là, et c'est ce qu'il faudra après expliquer, mais vous pourriez mettre tous les salariés dans le cadre du dispositif d'activité partielle et en fonction des besoins de l'activité et au moment de la demande d'indemnisation, expliquer qu'un salarié, par exemple, pas travaillé du tout dans un mois considéré parce que son activité a été directement impactée, un autre a pu travailler que quelques heures dans le mois et quelqu'un éventuellement n'être quasiment pas impacté. L'idée de cette demande d'activité partielle, c'est d'envisager, nous c'est plutôt notre recommandation et ce qu'on conseille à nos clients, c'est d'envisager les répercussions sur tous vos collaborateurs avec le nombre d'heures indemnisables maximum, mais au moment de la demande d'indemnisation, vous ferez au réel. Donc, si vous avez occupé vos salariés, pour certains à 50%, pour d'autres à 100%, pour d'autres pas du tout, vous le ferez au moment de la demande d'indemnisation uniquement pour les heures qui n'ont pas été travaillées. Oui, sachant que la difficulté dans ce cas-là, c'est vis-à-vis des salariés, quoi. C'est-à-dire, c'est leur annoncer la couleur en disant... enfin, surtout si on les paie pas 100%, ça veut dire qu'à ce moment-là, effectivement, ils peuvent être susceptibles de toucher plus ou moins selon le temps de travail qu'ils vont avoir. Alors, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut quand même arriver à justifier cette décision. Il ne faut pas l'individualiser en disant, toi, ça doit être comme ça. Il faut quand même que la nature de leur activité, de l'activité de l'entreprise fait que leur poste est directement impacté et que vous n'avez pas, j'allais dire, arbitrairement décidé que ce serait cette personne-là qui ne travaillerait pas du tout dans le mois et l'autre qui travaillerait 100%. Si vous avez des gens qui peuvent... Non, mais je sais qu'après, c'est vrai qu'en pratique, ça peut être un peu compliqué. Si vous avez la possibilité d'uniformiser, j'allais dire, ça peut être que mieux, mais ça, c'est l'organisation propre à votre entreprise qui vous dira comment vous pouvez vous organiser. Sur les apprentis, Simon, je peux te partager l'exemple d'un de nos adhérents, là, tu sais qu'on appelle un peu tout le monde pour voir comment les entreprises s'en sortent. Il y en a un qui expliquait justement que sur le cas des apprentis, tous les apprentis première année, il les a passés en chômage partiel parce que c'est des gens qui ne sont pas autonomes, qui ne peuvent pas travailler seuls, et donc le télétravail ne peut pas s'appliquer. Alors que pour les deuxième et troisième années, en mettant bien en place le bon encadrement, mais ceux-là, il les a maintenus. Sachant que par rapport aux apprentis, pour les problèmes de rémunération, comme ils sont payés, de toute façon, pour la plupart, un montant inférieur au SMIC, eux, ils n'ont pas de perte de rémunération. Ils sont payés à 100%. Donc, ce critère-là, je ne vois pas. Et en plus, avec la convention Syntec, visiblement, même c'est 95% pour ceux qui sont en dessous de 2 000 € en 2014. Ok, autre question. Je rajoutais juste un point pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que on est tous en terre inconnue en général dans cette aventure-là. C'est que aussi les stagiaires, par contre, sont payés à 100% dans cette période-là. On doit continuer à payer les stagiaires. 100% de leur défraiement habituel, pas… Oui, du défraiement habituel, oui. Autre question. Je pensais que moi, j'avais cru comprendre que les stagiaires, ils ne faisaient pas partie des personnes qui étaient visées par l'activité partielle. C'est ce que dit Jacques. On ne peut pas les mettre en activité partielle. On doit maintenir leur gratification et on ne peut pas les mettre en activité partielle. On a un stagiaire qui vient d'arriver le 9 mars, dernière année des mines d'Alès pour son stage de fin d'études. Donc, la problématique s'est posée très vite.
son école nous a envoyé un avenant spécifique au télétravail et on doit continuer de lui fournir du travail et si on n'en a pas, de toute façon, de rémunérer de manière identique. Et vous ne pouvez pas convenir par avenant de reporter son stage dans ces cas-là si vous ne pouvez pas du tout le faire travailler? Non, je ne sais pas, ça me semble étonnant. Concernant l'école des mines, ils ont envoyé un mail hier qui stipulait justement les décalages de mission de terrain et de stage de deuxième et troisième année. C'est ce que j'allais vous dire. Selon les établissements, il est possible de suspendre ou de reporter les stages. Alors, il faut se rapprocher effectivement des différents établissements. Chacun a sa matrice et ses règles, mais les stages peuvent être dans certains cas suspendus ou reportés. Mais au cas par cas ou pour tout l'ensemble de la promotion? Alors, là, j'allais dire, ça dépend vraiment des établissements, puisque c'est en lien avec l'établissement, parce que ça rentre dans le cursus de formation du stagiaire, normalement de valider un stage de tant de temps. Donc, j'allais dire, il faut contacter l'établissement s'ils ne vous ont pas déjà transmis des informations pour se renseigner sur les modalités de continuité ou de report ou de suspension du stage pendant cette période. D'accord. Merci. J'avais une question complémentaire concernant les indemnisations Syntec et concernant la formation. Tout à l'heure, on a dit que le décret indiquait que la formation n'était pas prise à 100% par rapport au décret d'État, mais sur la convention Syntec, le lien que vous nous avez donné, je lis que les formations doivent être prises à 100%. Le lien? Quel lien? Ce sont les frais pédagogiques des formations qu'ils ont pris à 100%, c'est pas le salaire. Je pense qu'il y a eu un amalgame. Hein. Oui, c'est ça. On a tous cru que c'était le salaire qui était à 100%, mais c'est les frais pédagogiques des formations qui sont financés à 100% par l'État. Frédéric Alloy l'a bien redit tout à l'heure. Oui. Par contre, l'indemnité de chômage partiel, elle est à 84% du net. Ok, excusez-moi, c'est bon, merci. Moi, j'ai fait la même erreur. En ce qui concerne les spécificités de Syntec, donc la plus importante, c'est celle qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire l'indemnité conventionnelle. Je voulais juste vous en signaler deux autres, mais qui sont peut-être moins courantes, enfin qui s'appliqueront de façon moins importante. Mais quand même, notre accord prévoit qu'il est interdit de procéder à un licenciement économique pendant une période équivalente à 2 fois la période d'activité partielle pour les salariés qui ont bénéficié d'une formation financée par l'OPCA. Voilà, donc ça c'est quand même important de l'avoir en tête, même si heureusement il y a beaucoup de nos entreprises qui n'envisagent pas de licencier, mais enfin il faut le savoir en tout cas, ce dispositif-là existe. Donc il y a une protection des salariés qui ont une formation et cette protection s'étend pendant une période équivalente à 2 fois la période d'activité partielle dont ils ont pu, entre guillemets, bénéficier. Et l'autre disposition que je voulais souligner, c'est qu'effectivement, en période d'activité partielle, si votre salarié souhaite rompre le contrat de travail parce qu'il a trouvé un autre emploi, eh bien, dans ce cas-là, l'employeur est tenu de lever la clause de non-concurrence qu'il aurait pu insérer dans le contrat de travail de son salarié. C'est une obligation qui s'impose à l'employeur. Voilà, donc c'était ces deux points-là que je voulais particulièrement mettre en exergue, en plus de l'indemnisation conventionnelle. Merci Valérie. Merci. Est-ce qu'on a le temps d'une petite dernière question? Bonjour à tous. Moi, j'ai une question par rapport au RTT, au repos compensateur. Comment ça se passe pour des salariés 100% chômés, 50%, 20%, tout ça, et aussi par rapport aux congés payés, si une personne, par exemple, est passée à 50%, qui a posé des jours pendant cette période, comment c'est rémunéré? Comment ils sont payés? Alors, vous avez 2 dispositifs là, qui ont été prévus par une ordonnance sur les RTT et sur les congés payés.
Alors, je vais peut-être commencer par les RTT. Donc, c'est une ordonnance du 25 mars 2020 qui est venue dire que pour ce qui est RTT, pour les salariés hors forfait jour ou les salariés en forfait jour, donc s'il y a les jours de repos au titre du forfait jour, ainsi qu'éventuellement les entreprises qui ont des comptes épargne-temps, l'employeur peut unilatéralement, donc il n'y a pas besoin d'avoir un accord collectif, donc peut unilatéralement décider la prise de jours de repos et imposer à son salarié la prise de jours de repos ou de modifier unilatéralement les dates de repos qui auraient été fixées par les salariés, moyennant le respect d'un délai de prévenance d'1 jour franc. Donc, vous pouvez informer par exemple aujourd'hui votre salarié, la mesure pourra s'appliquer à partir de jeudi par exemple, donc 1 jour franc à minimum. Et donc lui imposer des jours de repos unilatéralement, dans la limite toutefois de 10 jours au maximum. On ne pouvait pas aller au-delà, ça c'est ce qui concerne les RTT, jours de repos, et les jours compte épargne-temps si vous avez éventuellement ces jours-là. Rien n'empêche, si vous prenez cette décision-là, de l'appliquer pendant une période d'activité partielle. Donc, si vous avez déjà fait une demande d'activité partielle, vous pourriez très bien donc, imposer unilatéralement des jours de repos pendant cette période-là. Au moment de la demande d'indemnisation, il faudra bien évidemment soustraire des heures d'indemnisation que vous allez demander tous les jours où le salarié était en repos et que vous aviez fixé. Donc ça, c'est pour effectivement les jours de repos. Par contre, excusez-moi, le fait d'être en chômage partiel diminue-t-il le nombre de jours de RTT ou de repos compensateur auxquels on a le droit? Alors, non, parce que pendant que vous êtes en activité partielle, ces heures perdues, chômées, liées à l'activité partielle, sont prises en compte pour l'acquisition des congés payés et des jours de repos. C'est comme si c'était finalement du temps de travail. Du travail. Ouais. Oui, mais sur les RTT, donc, ça ne diminue pas l'acquisition des salariés dans leurs droits. Y compris les RTT, Y compris les RTT. Pour l'instant, alors les RTT… C'est sûr, c'est bizarre parce que les RTT, c'est réduction du temps de travail. Si on ne travaille pas 35 heures, enfin si on ne travaille pas 36 ou 39 heures, il n'y a pas raison d'avoir des RTT. Voilà, alors les RTT, exactement. Ça dépend de la façon dont l'accord collectif a été rédigé là-dessus, parce que c'est souvent des accords alors soit de branche, soit d'entreprise. Il faut voir comment effectivement les jours de repos s'acquièrent et en fonction de cet accord, vous continuez à les calculer. L'idée quand même, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on est en activité partielle et pour les heures qui sont travaillées, même les heures qui sont chômées d'ailleurs, sont prises en compte pour l'acquisition des droits. Alors pour les congés payés, la question pour les RTT, effectivement, ça dépend de l'accord. Donc au forfait jour, puisque si on doit travailler 218 jours par an, si on est, mettons, 5 jours en chômage partiel, ça ne change rien par rapport au nombre de jours qu'on récupère pour atteindre ces 218 jours. Non, alors en principe, non. Sachant que sur la particularité des forfaits jours, très souvent dans les accords, alors Syntec, là je ne l'ai pas sous les yeux, la façon dont il est rédigé, parce que j'imagine que vous appliquez tous l'accord Syntec là-dessus, mais très souvent les jours de repos au titre du forfait jour s'acquièrent automatiquement au début de l'année. C'est-à-dire que vous savez que vous ne devez pas… Donc, ce n'est pas une logique acquisitive mois par mois, si vous voulez. C'est que vous avez un plafond de 218 jours à faire dans l'année et vous avez en contrepartie, en fonction de chaque année du positionnement des jours fériés, un volume de jours de repos sur l'année qui s'acquiert au début de la période. Généralement, au 1er janvier, si on est sur une année civile. Donc là, comme on n'est pas dans une logique acquisitive, ça n'a pas d'incidence. Donc, on est bien d'accord que les jours chômés en chômage partiel s'imputent sur le contingent des 218 jours qui doivent être travaillés. Ils viennent en déduction de ces 218 jours. C'est des jours qui ne sont pas travaillés, de toute façon. Oui, mais ils sont sur ce contingent des 218. Alors, attendez. Sinon, ça voudrait dire que la personne elle doit quand même faire 218 jours malgré le fait qu'elle est en chômage partiel. C'est pas non, vous avez raison. Non, tout à fait. Puisque quand elle est en chômage partiel, ça s'impute sur le… Oui, vraisemblablement, sinon elle ne pourra jamais faire ses 218. Si vous êtes en activité partielle pendant, je dis n'importe quoi, 3 mois, on risque pas… Je pense effectivement que ça s'impute. Je n'ai pas eu la question jusqu'à maintenant, mais la logique voudrait effectivement que ça s'impute, oui.
Moi, je partage votre avis concernant le forfait annuel en jour dans notre convention collective, hein, puisqu'on a 2 accords sur le forfait jour, un en 99 et puis un autre qui est venu le compléter en 2014. Effectivement, c'est exactement ce que dit Madame, excusez-moi, l'avocate, c'est qu'effectivement, nous, on recalcule notre forfait, on sait qu'il y a un plafond, et ensuite, on calcule chaque année le nombre de jours qui doit être travaillé en tenant compte effectivement de la façon dont tombent les jours fériés. Et effectivement, pour répondre à votre question, nous, on pratique la même logique que quand un salarié est malade. Le salarié malade, dans le cadre d'un forfait annuel en jour, on ne va pas récupérer ses jours de maladie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pareil. On considère que les jours qui sont chômés dans le cadre de l'activité partielle, eh bien, on ne va pas les rattraper non plus. Ils vont s'imputer sur le forfait comme, entre guillemets, si vous avez été travaillé. Oui. Bonjour à tous, Christophe Girard, avocat. Je travaille avec Camla. Oui. Juste pour revenir sur ce qui vient d'être dit, s'agissant, alors je ne parle pas des jours dans le cadre des conventions annuelles de forfait en jour, mais bien des RTT classiques tels qu'ils peuvent exister. Là, ce qui est vraiment fondamental, c'est d'aller vérifier au niveau de l'accord collectif comment ces jours sont déterminés. C'est-à-dire qu'on a certains accords qui sont vraiment sur une logique dite d'acquisition et qui viennent, comme c'était l'objet initial d'ailleurs, compenser par du repos des heures qui ont effectivement été travaillées au-delà de la durée légale du travail, donc par exemple entre 35 et 39 heures ou entre 35 et 37 heures. Et donc, si on est dans ce cas-là, dans cette logique vraiment d'acquisition, l'activité partielle va, en toute logique, neutraliser l'acquisition de ces jours de repos, puisque effectivement, on n'a pas de travail effectif accompli au-delà de la durée légale. En revanche, certains accords, notamment au niveau des entreprises, mais également dans la branche, et j'avoue que je n'ai pas vérifié ce que prévoyait Syntec là-dessus, ont une logique différente, peut-être parce que ça n'a pas été suffisamment anticipé au moment de leur rédaction, et finalement, ils vont parler d'une acquisition forfaitaire d'un nombre de jours de repos à l'année, en disant, par exemple, eh bien, on reste à 39 heures sur l'année, et en contrepartie, les salariés auront 22, 23 jours de RTT. Et là, si tel est le cas, si on est vraiment sur cette logique d'attribution forfaitaire, là, on peut penser que l'activité partielle ne va pas avoir plutôt d'impact et que donc les salariés auront le nombre de jours qui est prévu. Donc ça, c'est vraiment important sur ce plan-là de se référer à l'accord et de voir est-ce qu'on est sur une logique d'acquisition ou est-ce qu'on est sur une attribution forfaitaire de jours de repos. Alors, en ce qui concerne le dispositif Syntec, entre guillemets, il n'est pas très précis parce que, pour rappel, il a été négocié avant la loi 2000. Hein, donc, parfois, dans sa rédaction, il peut poser question. En tout cas, quand on le lit attentivement, on voit bien que la logique, c'était de compenser les heures qui sont faites au-delà de la durée du travail. Donc, la lecture qu'on en fait, en tout cas, c'est que la logique qui a été adoptée, même si elle n'est pas clairement dite et clairement précisée, c'est bien une logique d'acquisition et non pas une logique forfaitaire. Merci. Et juste, alors, je vais revenir sur l'autre question sur les congés payés, parce que j'avais parlé, et puis je terminerai, je pense, par là, par rapport à la question de l'une des personnes tout à l'heure. Donc, sur la logique des congés payés, on n'est pas dans la même logique que la logique des jours de repos au titre d'un aménagement du temps de travail ou des jours de repos forfait jour ou compte épargne-temps. On est sur une logique où il faut, dans ce cas-là, que l'employeur, pour imposer des jours de congés payés, il faut qu'il existe un accord d'entreprise ou un accord de branche qui permette à l'employeur, dans la limite de 6 jours ouvrables de congés, donc si vous avez un décompte en jours ouvrés, ça correspond à 5 jours ouvrés de congés, d'imposer la prise
la prise de congés payés ou de modifier éventuellement unilatéralement les dates de congés payés. Donc là, on est sur une logique où il vous faut un accord d'entreprise si vous souhaitez l'imposer, sachant que donc là, c'est un peu restrictif parce qu'on est limité à 6 jours de congé si on passe par le biais de cet accord. Mais il existe en application du Code du travail une règle qui vous dit que normalement, les dates et l'ordre des départs en congé doivent être communiqués aux salariés au moins un mois avant la date des départs du salarié, mais qu'en cas de circonstances exceptionnelles, le coronavirus pouvant être cette circonstance exceptionnelle, on peut ne pas respecter ce délai d'un mois et donc modifier les dates de congé qui auraient été éventuellement déjà posées. Alors, je me permets d'intervenir concernant effectivement ce nouveau dispositif pour vous informer qu'en fait, la situation de la branche actuellement est celle-ci. Nous avons entamé de façon un petit peu inopinée en fait des négociations pour permettre en fait aux entreprises de la branche de pouvoir s'appuyer sur un accord de branche afin de pouvoir imposer ces jours de CP avec un délai très limité de prévenance, puisque c'est 1 jour de prévenance de mémoire. Donc là, les négociations sont en cours. Elles sont serrées dans un délai très court, puisqu'on sait bien que vous en avez besoin maintenant, ce n'est pas dans 3 mois. Donc là, pour ne rien vous cacher, dans une demi-heure, on rentre en CPPNI, donc c'est notre commission paritaire de validation, avec un projet d'accord qui a été adressé aux partenaires sociaux hier. Donc tout ça est fait d'un tuyau dans l'urgence. On devrait avoir un résultat pour savoir si les partenaires sociaux adhèrent ou pas assez rapidement. C'est-à-dire que je pense que on se donne encore donc aujourd'hui et puis la semaine prochaine pour éventuellement à la marge modifier notre proposition de texte. Donc il est possible, si tout va bien, de pouvoir compter sur un accord de branche. Encore une fois, c'est pas certain, mais en tout cas, bien sûr, nous vous en tiendrons informés. Donc ça, c'est pour vous permettre effectivement de pouvoir disposer de ce dispositif nouveau. Et sachez également que dans notre fameux accord activité partielle, nous avons aussi des dispositions qui concernent en fait la prise de congés payés. Alors ces dispositions, en fait, très rapidement, elles se résument en la possibilité pour les entreprises qui ont fait le choix, enfin entre guillemets, en tout cas qui font une demande d'activité partielle, de pouvoir mettre préalablement à l'activité partielle leurs salariés en congé payé. Et donc, ça c'est notre article 2-3-2. Et donc dans ce cadre-là, l'entreprise peut imposer, en respectant un délai de 15 jours calendaires, après avoir consulté ses représentants du personnel, peut imposer donc la prise de CP et ça peut aller au-delà des 6 jours prévus par la loi. Mais encore une fois, ça suppose que l'entreprise envisage de faire du chômage partiel, organise cette prise de congé avant la mise en œuvre de chômage partiel et donc respecte cette procédure que je vous ai décrite, c'est-à-dire infoconsulte de ses représentants du personnel dans un délai de 15 jours calendaires avant la prise de CCP. Je ne sais pas si j'étais très claire. Oui. Il est 9h44, on a un peu dépassé l'horaire. Est-ce que vous avez une toute dernière question? Et puis après, on va mettre fin à ce café visio qui était assez intense. Bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, merci Kamla, merci Valérie de nous avoir éclairés avec des aspects très pratico-pratiques, des rappels légaux, les rappels de la convention collective. C'était très précieux aussi, en plus de ce que nous a apporté Frédéric. Donc voilà, je crois qu'on a épuisé les questions.
Merci à tous. Bonne journée. Et demain, je crois qu'on parle de communication en situation de crise. Il me semble que c'est ça le programme de demain. Bonne journée. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir.